Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Anglais des chiffres. Chaque dimanche à 17 h, nous recevons un grand témoin pour comprendre avec lui la marche de l'actualité, la marche du monde, pour identifier dans cette actualité qu'on a parfois du mal à comprendre les faits porteurs d'avenir, ceux qui seront la matière de l'économie, de la société et de la politique de demain. Emmanuel Todd, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes démographe, vous êtes historien, vous avez écrit de nombreux livres. L'un des derniers en date s'appelle « Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine ». C'était publié au Seuil. Parmi tous les ouvrages que vous avez publiés, il y en a un qui touche de près à l'économie. Il s'appelait « L'illusion économique ». C'était il y a 20 ans. C'était une critique passionnante du libre-échange. Vous êtes aussi, et peut-être d'abord, un spécialiste des systèmes familiaux. C'est une clé de lecture que vous utilisez pour justement décrypter l'actualité. Vous l'avez utilisé dans un ouvrage récent qui s'appelle « Qui est Charlie ?» C'était après les attentats de Charlie Hebdo en 2015. Hier, c'était le retour des Gilets jaunes. Un retour qui témoignait d'une mobilisation assez faible. Rien à voir avec l'hiver et le printemps dernier. On voit ici des images d'hier, mais aussi des images de l'année dernière. Selon vous, quel est le devenir de ce mouvement ? Est-ce qu'on en a fini avec les Gilets jaunes ou pas ? Il y a quelque chose de curieux parce qu'on voit bien que le mouvement n'est plus dans sa force d'expansion, que c'est autre chose, il n'y a pas eu de débouché politique. J'ai jamais tellement cru à un débouché politique d'un mouvement spontanéiste, revendiquant même son absence d'organisation. Mais quand même, ça dure. C'est-à-dire, c'est vraiment tout à fait étonnant de voir une mobilisation, comme ça, un samedi, à la rentrée, qui continue. Il y a quelque chose d'étrange dans la situation, en fait, quelque chose qui mérite d'être analysé. Alors, c'est une instabilité sociale dont témoigne ce mouvement. Le pays ne va pas bien, la société est bloquée, les gens se font beaucoup de soucis pour leur pouvoir d'achat, comme on dit, pour le niveau de vie. On voit un renforcement, aussi dans cette atmosphère d'anxiété, des tendances autoritaires. Les gens parlent beaucoup on parle des gilets jaunes, mais l'autre face, c'est le maintien de l'ordre. C'est-à-dire vraiment... Tous les sondages le disent, en effet. Le maintien de l'ordre, et puis dans les commentaires des journalistes, et puis on voit d'un côté des gilets jaunes, mais d'un côté des forces de police de plus en plus semblables à des Robocop surarmés. Enfin, il y a un côté surréel. Maintenant, moi, j'ai regardé les images hier, donc il y a d'un côté quelques gilets jaunes, quand même, une mobilisation, il faut le faire. Et puis c'est Robocop, et puis alors maintenant la nouveauté, c'est les trottinettes dévastées et enflammées sur les routes. Et donc c'est curieux, il y a cette espèce de montée d'un État autoritaire dans une circonstance de difficulté économique, et puis il y a quand même ces manifestations. Moi, je me demande s'il n'y a pas un élément spécifique à Macron en tant que personne. C'est-à-dire que il est possible cristalliserait. C'est-à-dire qu'il est possible que dans l'histoire, Macron sorte comme finalement le président des Gilets jaunes. C'est ça qui sera passé de spectaculaire dans sa présidence. Et je me demande si, il y a une aspiration. Il a un cœur électoral stable. Maintenant, il doit y avoir un peu plus de 30% des gens qui trouvent qu'il se comporte correctement, normalement. Son électorat a complètement basculé à droite. Il y a une aspiration à l'ordre. Et donc, il devrait incarner ça. Et il a été sauvé par ça, finalement, parce qu'il a cédé aux Gilets jaunes dans ces mesures. Mais c'est comme si la personne n'arrivait pas à incarner l'idée d'autorité. Je me souviens, à l'époque des événements, je disais « l'État ne peut pas être incarné par un enfant ». Et je me demande si, quelque part, au-delà de tout ce qu'on dit... son intelligence est maintenant démentie par les faits, il a quand même été très mauvais dans cette histoire, s'il n'a pas encore une image d'enfant. Donc on est dans une situation paradoxale où il y a des pulsions autoritaires dans la société, mais où l'homme qui est protégé par défaut par les groupes et les forces sociales qui ont ces pulsions autoritaires, n'était pas le bon, en fait. C'est pas le bon. C'est pas Mussolini. Quand on voit un enfant, quoi. Est-ce que ce mouvement présage, selon vous, de nouvelles formes de conflit social, justement, de toute façon, pour moi, c'est l'ouverture d'un cycle. C'est-à-dire que, d'un côté, je ne crois pas tellement que le mouvement des Gilets jaunes en lui-même
puisse déboucher sur quelque chose de politique dans l'immédiat. Mais pour moi, c'est la phase 1 de quelque chose qui va s'amplifier. C'est-à-dire, c'est quoi ce quelque chose? C'est-à-dire que la France est une société bloquée, en grande difficulté économique, on va vers des baisses du niveau de vie. On appelle ça réforme des retraites actuellement et des régimes spéciaux, mais ce dont il s'agit est d'assurer une diminution harmonieuse du niveau de vie des retraités dans l'avenir. Le niveau de vie des jeunes, y compris des jeunes diplômés, a déjà commencé à baisser, en fait. Donc, la présidence Macron, ça va être la présidence, et les suivantes d'ailleurs, ça va être des présidences de gestion de la baisse du niveau de vie, donc de conflits socio-économiques de plus en plus violents, sans doute, parce que c'est très nouveau, on n'est pas habitué. Et donc, les Gilets jaunes, c'était des gens qui étaient à des niveaux de revenus assez faibles, en fait, qui étaient très au-dessous du salaire médian, en fait, en moyenne, particulièrement sur les ronds-points, en fait. Et donc, ce qu'on va voir, je ne sais pas ce qu'on va voir, mais ça sera l'entrée dans la danse de catégories sociales de plus en plus vastes. Donc, on aura des gilets de toutes sortes de couleurs, de couleurs en fait. différentes. Voilà. Autre sujet, le climat. Ce soir, Emmanuel Macron se rend à New York pour un sommet mondial sur le climat. Ce sommet a été précédé de manifestations qui se sont déroulées dans le monde entier. Il y en a eu une hier à Paris qui a regroupé plusieurs milliers de personnes. À l'origine de ces manifestations planétaires, il y a une lycéenne suédoise, Greta Thunberg. Elle a acquis une influence considérable et planétaire. Il y a quelques mois, elle a même été acclamée par certains députés français à l'Assemblée nationale. Elle passe désormais son temps à relayer un message unique: préservons le climat de la planète. On va l'écouter. C'était dans un petit clip qu'elle a enregistré justement de façon à inciter les jeunes à manifester pour le climat. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. Qu'est-ce que cet engouement brutal et quasi religieux pour une jeune fille, tout à fait inhabituelle, dit de notre société, de notre rapport aux politiques? C'est drôle, on retombe sur le problème des enfants. Tout à l'heure, je parlais de Macron comme enfant, et maintenant, on a l'enfant comme leader. Donc, est-ce qu'on est dans un monde qui va être dirigé par des enfants à tous les niveaux? Moi, fondamentalement, alors j'ai fini par prendre conscience personnellement de l'importance des phénomènes de dérèglement climatique. Je reconnais que j'ai été toujours un peu en retard sur ces questions personnellement. Mais pour moi, la mise en évidence ou l'émergence de leaders enfantins sur des questions comme ça ne peut être qu'un symptôme d'impuissance. C'est-à-dire dans un monde normal, un monde dans lequel on analyse des problèmes, on identifie des drames à venir et où on trouve des solutions qu'on applique, ça, c'est le monde des adultes. C'est banal. Même dans, voilà. Or, la question climatique, elle a bien des solutions. Et la question climatique a des solutions. On sait qu'il y a deux grands pollueurs qui sont les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, l'action ne se passe pas dans les pays dont on parle, où cette jeune personne très sympathique agit. Mais il y a quelque chose de... C'est un phénomène idéologique. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça n'existe pas. Mais moi, mon sentiment personnel, c'est qu'on voit apparaître dans les classes moyennes des pays les plus avancés, comme le nôtre, comme tous les pays européens, etc., des phénomènes de dérèglement de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des troubles de la conscience, des perte de sens de l'histoire, chose qui devrait être analysée économiquement, psychologiquement, et que surestimation de certains problèmes, parler de problèmes qu'on n'arrive pas à traiter. Et alors maintenant, la génuflexion devant un monde d'enfants pour résoudre un problème aussi important que le dérèglement climatique,
sur le fond, je ne milite pas sur ces questions. Vraiment, vous me demandez, donc je vous dis ce que je pense. Je trouve ça très inquiétant. C'est-à-dire le dérèglement climatique, finalement, signale plutôt un dérèglement des consciences, c'est ce que vous nous dites. C'est ça. Et alors quand, je me souviens, j'avais réagi simplement sur cette question quand elle était venue parler à l'Assemblée nationale. Oui, il y a quelques mois. Donc on est avec une Assemblée nationale totalement impuissante, dont les présidents successifs sont pris dans des histoires de consommation de homards ou d'affaires immobilières. C'est l'affaire de Rugy. Voilà. Ou l'affaire Richard Ferrand. Voilà. Ça, c'est notre Assemblée nationale qui n'a plus aucun pouvoir et qui se met à écouter un enfant. Alors on pourrait dire qu'elle écoute 2 enfants maintenant avec Macron. Donc en fait, on a une Assemblée nationale qui se spécialise dans l'écoute des enfants. Il faut écouter les enfants. Mais moi, j'ai 4 enfants et... je ne leur demande pas de régler les problèmes de mon existence. En principe, on est censé s'occuper de ces enfants, vous voyez. Cette semaine également, c'était le retour du débat sur l'immigration à l'initiative d'Emmanuel Macron. Je suis plutôt à l'âge où on a des petits-enfants. J'ai aussi beaucoup de petits-enfants et je n'attends pas d'eux qui règlent mes problèmes. Et vous ne leur demandez pas conseil non plus. Voilà. Et retour du débat sur l'immigration à l'initiative du président de la République qui veut durcir sa politique en la matière, c'est au moins ce qu'il nous dit. Je vous propose d'écouter Sibeth Ndiaye, c'est la porte-parole du gouvernement. Nous savons que dans le futur, l'évolution du monde, l'existence de zones de conflit, le réchauffement climatique conduiront à ce que de nouvelles vagues migratoires aient lieu. Et donc, nous devons armer notre pays en nous appuyant sur des principes fondamentaux qui régissent l'asile. Je le disais tout à l'heure, l'humanité d'un côté, mais aussi la fermeté de l'autre. Nous devons nous apprêter à affronter ces moments de déstabilisation migratoire. Alors voilà pour le gouvernement. Quant aux Français, ils disent en majorité, ils ont le sentiment, je cite, de ne plus pouvoir vivre chez eux. On écoute le commentaire de ce sondage duquel cette information est tirée. Y a-t-il trop d'étrangers dans l'Hexagone ? Pour 63% des Français, la réponse est oui. C'est ce que révèle une enquête publiée hier par Ipsos Soprasteria. Les Français se montrent de plus en plus pessimistes vis-à-vis de l'immigration. Ils sont d'ailleurs près de 6 sondés sur 10 à ne plus se sentir chez eux comme avant, en hausse de 4 points depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. À droite, ce chiffre dépasse les 80% chez les sympathisants LR et atteint même 90% du côté du Rassemblement national. Un sentiment qui s'accompagne aussi de critiques envers le mode de vie des étrangers. 2 tiers des personnes interrogées estiment que les immigrés ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer. Et toujours cette même défiance vis-à-vis de l'islam, qui pour 71% des Français tenterait de s'imposer aux autres. Pour le démographe que vous êtes, la France a-t-elle la bonne politique en matière d'immigration ? Mais le problème, ce n'est pas la politique migratoire. J'ai tout à fait été capable de mettre en évidence dans certains livres certaines difficultés plus grandes d'assimilation pour des personnes de telle ou telle origine. Mais le problème fondamental de la France, ça n'est pas une immigration massive, comme en Angleterre ou en Allemagne. D'ailleurs, la France est un peu répulsive pour les immigrés à cause de son taux de chômage. Le vrai problème de la France, et qui crée des problèmes, effectivement, à la longue d'intégration des populations d'origine immigrée, c'est le blocage économique absolu. On vit avec 10-9% de chômage, ça a un peu baissé, ça va sans doute remonter avec la crise mondiale qui vient. Et une société qui n'est pas capable de croissance, qui s'apprête à une diminution de son niveau de vie, est une société qui n'est pas capable d'assurer une assimilation rapide de ces populations immigrées. Et je veux dire, on est au point, pour moi, c'est un changement d'attitude. C'est-à-dire, j'ai beaucoup insisté, travaillé sur les différences de structure familiale entre tel ou tel type de population immigrée, entre tel ou tel type de population française d'origine plus lointaine. Mais maintenant, je suis en train de reconsidérer, donc je ne renie rien de ce que j'ai écrit, mais moi j'écrivais à une époque où on pouvait imaginer que le taux de croissance de l'économie française et que la mobilité sociale ascendante étaient suffisants. Donc j'étais relativement optimiste. Mais actuellement, avant de se poser des questions sur les immigrés,
il faut prendre conscience du fait que la plupart des difficultés qu'on rencontre actuellement, c'est lié au blocage de l'économie française. C'est-à-dire au fait qu'on est collé avec une croissance de l'ordre de 1%, au mieux, ou en fait, un les et demi en ce moment. Et les raisons de ce blocage de l'économie française, elles sont à la fois elles sont évidentes pour le monde extérieur, pour les économistes américains, pour les patrons allemands. Et les économistes américains, au moins certains disent, c'est l'union monétaire. Oui, c'est pas juste l'union monétaire, c'est qu'en fait, le gouvernement français ne peut plus avoir de politique économique. C'est-à-dire qu'on est coincé avec une monnaie qui est bonne pour l'Allemagne, et pour quelques autres, pour les Pays-Bas, mais pas du tout pour nous, parce qu'on a une croissance démographique... je dirais, plus soutenu, mais on est aussi dans une situation où le gouvernement ne peut pas prendre des mesures de protection commerciale comme Trump. En fait, le gouvernement est totalement impuissant sur le plan économique. Alors, ça a des conséquences pour l'incapacité à relancer la machine sociale française, mais je crois que ça explique aussi pourquoi tous les présidents de la République, maintenant, qu'ils le veuillent ou non, sont, au bout du compte, toujours ramenés à parler de l'immigration. Alors, chez Sarkozy, ça avait été un choix délibéré. C'était dès le départ. Sarkozy avait dit, je veux dire, je vais attirer l'attention sur la question immigrée, je vais parler de Karcher, enfin tous ces trucs-là. Il a foutu le pays dans un état d'anxiété et de fébrilité extraordinaire. Et puis, ça a pas mal occupé les gens, certains temps. Alors, Hollande n'était pas parti là-dedans, il était parti dans la désignation de la finance, c'est mon ennemi, etc. Bon, ça fait rire maintenant. Discours du Bourget. Voilà. Et puis, il y a eu l'abominable attentat contre Charlie et Kouachi. Et il a sombré, on a ressombré dans la question de l'identité nationale, etc. Macron s'est présenté comme très différent. Il a fait une campagne électorale assez sympathique parce qu'il ne nous a pas parlé des Arabes, des musulmans, des immigrés. Il s'est présenté, comme le candidat des gens riches, des gens intelligents, des gens qui savent tout. Qui veulent réussir. Comment ? Qui veulent réussir. Oui, c'est ça. Et puis les autres, barrez-vous, tas de minables. En un sens, je n'approuve pas du tout ça. Moi, je suis plutôt du côté de l'égalité. Mais c'était quand même... arrêter d'entendre parler des musulmans, c'était sympa. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il peut faire tous les numéros qu'il veut. Il n'est qu'un modeste président de la République française qui n'a pas la capacité de création monétaire, qui ne peut pas toucher au règlement européen. Et pas non plus aux frontières. Et qui ne peut pas régler la question de la circulation des personnes, et qui, en fait, c'est un homme sans pouvoir. Et donc là, il est ramené à parler d'immigration. Ça va permettre de doper le Front National, d'activer sa polarité avec le Front National, mais fondamentalement, je suis désolé, l'immigration, les immigrés sont devenus... je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de problème, c'est pas ça, c'est autre chose. Oui. Je dis qu'il y a une autre fonction dans le système politique français, qui est un système politique fictif, où les gens qui sont élus n'ont pas de pouvoir économique, ne peuvent pas nous tirer de nos 9-10% de chômage. C'est une utilisation de l'immigration ou de l'immigré comme bouc émissaire aussi systématique. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la façon là, très spectaculaire dans le cas de Macron, où il était parti pour faire le contraire. Il est ramené à la norme commune. Son argument, vous le connaissez, c'est un problème pour les classes populaires, et moi, je veux m'occuper des classes populaires. Oui, mais c'est pour parler. Il ne pourra rien faire dans un contexte européen où, si on peut dire, les directives sont données même plus par Bruxelles, mais par l'Allemagne, où la question du contrôle des frontières est un problème. Et encore une fois, les solutions réelles à la question de l'immigration sont économiques. Je veux dire, il faut créer des emplois, il faut que les Français aient du travail. Si on veut effectivement apaiser ces questions de tension à partir, je dirais, d'une ligne raisonnable en disant l'immigration, il en faut une certaine quantité, mais il faut être un immigrationniste raisonnable. Il faut évidemment comprendre les Français, je l'ai dit à la télévision plusieurs fois. Ça n'est pas être d'extrême droite que de dire qu'on veut être français chez soi et que notre système de mœurs
a sa valeur, qui en un certain sens n'a pas à être discutée. Mais si on veut que les choses se passent de façon harmonieuse, et si on veut préserver notre système de valeurs, si on veut empêcher la fragmentation de la société française avec des minorités dites ethniques, il faut relancer la machine économique. Et ça, on ne peut pas le faire avec les règles européennes. Et les règles européennes sont indiscutables. Personne ne les discute. Même pas les Gilets jaunes. C'était frappant dans le mouvement des Gilets jaunes. Ils étaient admirables en un sens, dans leur opposition au pouvoir, mais ne comprenaient rien de l'origine de leur misère économique. Alors justement, il y a un peuple qui conteste les règles européennes, ce sont les Britanniques. Oui, alors ils n'ont pas de problème de monnaie quand même. Ils n'ont pas de problème de monnaie, ils ont bien sûr la livre sterling. Les tractations sur le Brexit laborieuses se sont poursuivies cette semaine, alors que le terme du 31 octobre approche. On va écouter Michel Barnier, c'est le négociateur côté européen du Brexit. Et puis Jean-Claude Juncker, président de la Commission pour quelques jours encore, qui a l'air d'envisager désormais un accord avec les Britanniques sur cette question de Brexit. Près de 3 ans après le référendum britannique, mesdames et messieurs, il ne s'agit certainement pas de faire semblant de négocier. J'ai eu une réunion avec Boris Johnson, le Premier ministre. C'était plutôt une rencontre positive, même si la presse anglaise a raconté le contraire. On peut avoir un accord. Ça, c'était jeudi que s'exprimait Jean-Claude Juncker. Et ce matin, il estimait encore que le Brexit va, je cite, à l'encontre du sens de l'histoire. Est-ce que c'est un jugement que vous partagez ? Non, pas du tout. Alors, il faut bien voir, la situation est très compliquée parce que l'Angleterre est elle-même très divisée. C'est-à-dire que les partisans du Remain n'ont absolument pas des armées. Ceux qui veulent rester dans l'Union. La force de l'Union européenne dans cette situation, c'est qu'elle peut offrir un deal très dur, en fait, avec ce problème de la frontière irlandaise, parce qu'en fait, quelque part, elle a la collaboration c'était 48% de Remain. L'Angleterre reste très divisée. Mais c'est très intéressant de parler de sens de l'histoire, parce que le sens de l'histoire, c'est à l'opposé. C'est-à-dire, le sens de l'histoire... C'est l'Europe qui se déconstruit. C'est-à-dire que l'Europe a changé, le sens de l'histoire a changé. Elle s'est étendue pendant... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le sens de l'histoire, c'était l'expansion à partir des 6 originels, avec l'entrée de l'Angleterre, l'extension vers le sud, puis l'extension vers l'est. Et la vérité, c'est que, et c'est pour ça que les choses sont si douloureuses pour l'Union européenne, l'Union européenne est un véritable désastre économique pour des pays comme la France, pour l'Italie. Pas partout, hein. En Europe du Nord, ça va mieux. Oui, ça va mieux, mais si vous êtes censé construire une communauté politique unie et égalitaire, eh ben, c'est aussi grave d'avoir des pays qui s'en sortent quand les autres sont en train, je dirais, de couler. Et il est bien évident que la sortie de l'Angleterre, sur le plan symbolique, c'est le signe comme un clignotant qui s'allume et qui dit « Eh bien, l'histoire a changé de sens. Et maintenant, le sens de l'histoire pour l'Union européenne, c'est la rétraction. Ça veut dire que vous pensez qu'il y aura d'autres pays qui quitteront l'Europe ? C'est-à-dire quand on s'aperçoit... Alors, évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer... j'ai un peu de mal à imaginer que les Anglais ne sortent pas maintenant que les Américains ont vraiment fait sentir qu'ils voulaient qu'elles sortent, parce qu'ils ne veulent pas d'une Europe dominée par l'Allemagne. Ça ne les arrange plus du tout. Et en fait, quand ils vont sortir, on va s'apercevoir que ce n'est pas dramatique du tout. Parce qu'on ne peut pas, l'Angleterre a un commerce extérieur déficitaire, elle importe énormément, et les premiers touchés, les premiers qui à perdre d'un no deal, un vrai no deal, sans accord, parce qu'après, c'est les Allemands et les Français. Et donc, en fait, les Allemands et les Français, à partir du moment où on entre dans un conflit frontal, l'Union européenne a beaucoup plus à craindre que les Anglais, qui, au moins, eux, en fait, dans un conflit comme ça, eux retrouveront leur unité, alors que l'Europe, elle, retrouvera sa désunion. Au plan politique, enfin de l'expression des passions politiques, Brexit, les partisans du Brexit et les Gilets jaunes, est-ce que c'est pas un peu la même histoire ?
Bah, écoutez, vraiment là, ça c'est aussi l'un des trucs sur lesquels j'ai vraiment dû m'adapter. Il y a quelques années, au moment du Brexit, je me disais, vous savez, moi, mentalement, je suis français, hein, mais bon, j'ai des liens personnels avec l'Angleterre que j'admire. Et je me disais, quand même, les Anglais, ils ont voté le Brexit. Moi, je serais tout à fait partisan de sortir de l'Union européenne, hein, pour la France. Bon, il n'y a pas de... Quand même, ils ont de la chance. Et puis, ils votent la sortie. Et puis, ils trouvent dans leur classe supérieure des élites conservatrices, intelligentes et fantaisistes, qui vont gérer le truc, etc. Et nous, les Français, on n'est rien que des minables. On accepte de se faire enfumer après le référendum de 2005. On se couche, etc. Là, actuellement, j'aurais plutôt tendance à penser que les deux pays sont rapprochés. Parce qu'on a vu la force, l'obstination antidémocratique du bloc Remain en Angleterre, ce que le Parlement a fait. Qui voulait faire revoter les Britanniques. Oui, revoter les Britanniques, qui veulent bloquer le processus, mais refusent la dissolution et qui, en fait, refusent d'aller aux urnes. C'est quand même tout à fait incroyable. Alors, on pourrait dire que le camp conservateur, Boris Johnson, a bloqué aussi le Parlement. Non, mais Boris Johnson est d'accord pour des élections. Oui. Oui, c'est pas... C'est vrai. Mais les référendums, là, il faut être très clair là-dessus. On fait un référendum et on ne refait pas des référendums jusqu'à ce qu'on ait suffisamment intimidé la population et qu'on lui fait peur. C'est ce qu'a fait l'Irlande. Voilà, c'est ce qu'a fait l'Irlande. Voilà, donc il y a ça. Alors, d'un autre côté, la France, dont je désespérais, en fait, à l'époque, je me disais, mais... J'aurais dû rester à Cambridge, je serais un citoyen libre, j'aurais dû faire comme mon fils aîné et demander la nationalité britannique, voilà. Et puis ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Putain, pardon, excusez-moi, je vous prie de m'excuser, c'est l'enthousiasme. Dès que je parle de l'Angleterre et de la France, je commence à parler normalement, et pas du tout comme sur un plateau de télévision. Et les Gilets jaunes, je l'avais dit à l'époque, m'ont vraiment rendu une fierté d'être français extraordinaire. Ce qu'ils ont fait, arriver à faire lâcher 17 milliards à Macron et casser en fait la politique du gouvernement de façon complètement spontanée, c'était formidable. Et donc maintenant, on a quand même deux pays qui sont les deux pays européens qui, avec les États-Unis, ont inventé la démocratie libérale, qui sont dans des situations de choc frontal entre le haut et le bas de la société. Et donc je dirais que c'est pas pareil, mais on s'est rapprochés quand même. Donc je ne pense pas que ça résolve les problèmes de l'Angleterre, je ne pense pas du Royaume-Uni, je ne pense pas que ça résolve les problèmes de la France, mais moi, personnellement, en tant qu'individu, je me sens beaucoup mieux. Alors, de l'autre côté du Rhin, il y a une toute autre atmosphère. C'est le blues, hein, depuis quelques mois. Le salon automobile de Francfort se termine d'ailleurs ce soir, dans une atmosphère qui est assez morose. En fait, ce sont les recettes allemandes du succès économique qui semblent ne plus fonctionner. D'abord, à cause du ralentissement du commerce mondial, qui est pénalisant pour ce très grand exportateur qu'est l'Allemagne. Et ensuite, à cause de, non pas l'extinction, mais du ralentissement de la croissance pour la voiture à moteur thermique, qui était l'industrie reine en Allemagne. Est-ce que c'est l'épuisement de ce fameux modèle allemand, selon vous, qui a dominé et inspiré une grande partie de l'Europe ? Alors, moi, j'ai jamais pensé qu'il y avait un modèle allemand. C'est-à-dire que les succès de l'Allemagne, depuis, mettons, 1990, finalement, après les difficultés de la réunification... Oui, il y a eu quelques années difficiles avec la réunification. Oui, il y a eu quelques années difficiles. Alors, d'un côté, il faut bien voir les extraordinaires qualités d'organisation, de travail, de ponctualité de la population allemande. Les Allemands sont un peuple admirable, d'efficacité, de travail, d'intelligence, etc. Mais il n'y a pas eu de modèle. Il y a eu une belle autodiscipline, une belle capacité, je dirais, à accepter un gel des salaires, ce qui était plus facile dans un pays avec une faible croissance de la population et où la hausse des loyers n'est pas un problème. Donc c'est vrai. L'Allemagne a capitalisé un peu par hasard sur ces difficultés démographiques en termes d'emploi. Et puis, il y a eu des miracles. Il y a eu le problème de l'Allemagne, il est démographique. Il y a eu l'irruption de l'immigration venue de l'Est. Et puis, il y a eu tout d'un coup l'accès à cette main-d'œuvre qualifiée de l'Europe de l'Est, des anciennes démocraties populaires, puisque le communisme, qui s'intéressait beaucoup à l'éducation, a laissé derrière lui, en Pologne, en Hongrie et dans tous les autres, des populations très bien éduquées et utilisables par l'industrie allemande.
Donc l'industrie allemande a pu revenir à ce qu'ont été tous les projets de l'Allemagne depuis l'époque du Second Empire allemand et de Guillaume II, c'est-à-dire l'organisation économique de l'Europe centrale. Là-dessus, il y a eu le décollage de la Chine et d'autres pays qui avaient besoin de machines-outils allemandes. Et de voitures. De grosses voitures allemandes pour les nouveaux riches chinois. Mais tout ça est arrivé un peu par hasard. Ça a été l'alignement des planètes sur 20 ans. Voilà, donc c'est un hasard, c'est pas un modèle, c'est une sorte de configuration historique, etc. Donc vous répondez à ma question au fond en disant justement les planètes se désalignent en ce moment avec le ralentissement chinois. Elles se désalignent et puis surtout l'Allemagne qui a quand même eu une attitude fondamentalement, c'est pas simplement l'absence de modèle, c'est une attitude, je dirais, parasitaire irresponsable. C'est-à-dire que les Allemands n'ont pas joué leur rôle dans la relance de la consommation. Ils refusent encore de le faire. Ils ne veulent pas être responsables de l'équilibre production-consommation sur la planète. Ils ont toujours 6,5% d'excédent commercial par rapport au PIB. C'était 8%, ça baisse. Oui, ça a baissé un peu. Oui. Ils ont du mal. Ils n'ont pas joué le jeu. Ils ont été responsables. Et puis... peut-être sans réfléchir, on en a marre, peut-être qu'il n'y a pas de volonté de puissance là-dedans, mais là, ils ont atteint le stade où ils ont vraiment énervé les Américains. Et en fait, ils se sont fait des Américains vraiment des ennemis. Et donc, on parle toujours de la façon dont Trump, et de plus en plus les élites géopolitiques américaines, veulent mettre la Chine au pas avant qu'elle soit trop puissante, tous ces trucs protectionnistes, mais ça boomerang sur l'Allemagne. Mais ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit la littérature géopolitique allemande, j'ai dit tout à l'heure, les Américains sont énervés par l'irresponsabilité économique de l'Allemagne dans la gestion de la demande mondiale. Et puis, ils ne veulent pas d'une Europe continentale dominée par l'Allemagne. Ils n'ont pas gagné la Deuxième Guerre mondiale pour se retrouver avec un problème allemand. Je pense qu'ils sont en train de se mordre les doigts d'avoir poussé à la réunification de l'Allemagne. Alors justement, il y a 30 ans exactement, en septembre 1989, la Hongrie ouvrait sa frontière avec l'Autriche et c'était un exode massif d'Allemands de l'Est, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est qui quittaient leur pays pour aller en RFA. C'était un mouvement qui allait bien sûr déboucher sur la chute du mur de Berlin quelques semaines après, le 9 novembre. On va regarder des images de TF1 d'il y a 30 ans. C'est un reportage fait par Pierre Thivolet. Le train en provenance de Vienne entre dans la petite gare de Passau, la ville frontière entre l'Allemagne fédérale et l'Autriche. À bord, plusieurs dizaines d'Allemands de l'Est accueillis par une foule chaleureuse. Les réfugiés réalisent alors que leur rêve de liberté est enfin devenu réalité. La joie se mêle à l'émotion et à la fatigue. Formidable, je rêve. Je suis resté 3 semaines en Hongrie. Les Hongrois nous ont beaucoup aidés. Le voyage cette nuit a été formidable. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous sommes touchés par l'accueil. C'est inimaginable. D'abord, je veux trouver un travail, un logement. Ensuite, m'acheter une moto et être libre d'aller où je veux. Ceux des réfugiés qui n'ont ni amis ni famille en Allemagne fédérale sont alors conduits vers plusieurs camps aménagés depuis une semaine par la Croix-Rouge bavaroise. Combien sont-ils? L'exode semble beaucoup plus important que prévu. Dès que les réfugiés ont su que le gouvernement hongrois les laisserait partir, hier soir à minuit, tous ceux qui avaient une voiture ont pris la route pour l'Allemagne fédérale via l'Autriche. Les premiers arrivés, les heureux propriétaires de voitures occidentales. Puis, 1 heure après, ceux beaucoup moins chanceux qui n'avaient pu s'acheter qu'une Trabant ou une Wartburg, les voitures construites en RDA. Les autres ont été évacués par bus, taxi et train. Au total, 7000 réfugiés sont déjà arrivés en RFA. On en attend ce soir encore 4000. En outre, 80 bus de 50 places sont partis en renfort pour Budapest. En quittant leur pays de manière aussi massive, tous ces réfugiés ont également voté. Ont voté avec leurs pieds, avec leurs voitures, contre le régime communiste de l'Allemagne de l'Est. Pourtant, leur protestation ne semble pas avoir été entendue à Berlin-Est, où le gouvernement ne cesse de répéter que l'heure n'est pas aux réformes. Mais combien de temps la RDA pourra-t-elle supporter de voir s'enfuir vers l'Ouest la partie la plus active, la plus dynamique de sa population ? On connaît la suite, bien sûr, mais 30 ans plus tard... Je voudrais dire, je suis content d'entendre dire du bien de la Hongrie et d'entendre rappeler que c'est la Hongrie qui, d'ailleurs, s'était soulevée en 1956 contre le communisme, les armes à la main, de façon héroïque, et d'entendre dire que c'est la Hongrie qui a assuré la liberté de l'ensemble de l'Europe orientale, alors qu'on entend sans arrêt maintenant parler des Hongrois
comme de monstres anti-réfugiés qui sont coupables de vouloir rester hongrois. Alors voilà. vous me volez un peu ma question. Justement, 30 ans plus tard, ces pays de l'Est, comme on les appelait à l'époque, connaissent une évolution politique qui les éloigne de l'Europe, avec Orban, avec le gouvernement polonais. Et dans le même temps, ils subissent un effondrement démographique qui parfois est très profond, comme en Bulgarie, qui est le pays qui se contracte le plus au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'on voyait ces images qui témoignaient d'un espoir manifeste des gens qui rejoignaient ce qu'ils estimaient être un pays libre. C'est-à-dire que les démocraties populaires ont échappé à l'emprise de la Russie, en fait, plutôt même que l'Union soviétique, mais pour passer dans l'orbite occidentale et être intégrées d'une façon économique particulièrement violente. Toujours l'Allemagne, là, hein, ce qui était à la manœuvre. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils ont été transformés en main-d'œuvre. Et donc, en fait, je ne sais pas si les gens sont conscients du fait que la France a perdu une bonne partie de sa population industrielle. On doit être à 13,4% de population industrielle, mais l'Allemagne, elle, est restée à 20% à un niveau élevé, de la population active industrielle. L'Italie aussi. Mais en fait, l'Europe de l'Est a été transformée un peu en prolétariat de l'Europe. C'est-à-dire que la proportion de la population active utilisée dans l'industrie en Tchéquie doit être 30%, j'avais noté, en Slovaquie 27%, en Slovénie 27%, en Pologne 24%, en Hongrie 24%. C'est comme s'ils étaient devenus non-travailleurs. Alors je pense que d'ailleurs qu'au-delà de ça, il y a aussi une émigration vers l'Ouest des classes moyennes. Donc c'est des pays qui sont... Et notamment des classes moyennes éduquées. Enfin, des classes moyennes éduquées. Donc on en fait des ouvriers, on leur prend des classes moyennes éduquées pour combler les trous dans la structure démographique allemande, etc. Mais cela dit quand même, vous l'aviez évoqué implicitement en parlant de la Bulgarie, il y a deux modèles à l'Est. C'est-à-dire que les pays qui sont le plus directement intégrés à l'espace économique allemand, c'est-à-dire la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, ont des populations stationnaires, en fait. Un peu comme l'Allemagne, d'une certaine manière. Les pays, anciens pays de l'Est dont la population s'effondre, le pire, c'est la Bulgarie, que vous avez mentionné. Et la Roumanie aussi. La Roumanie, la Croatie, qui s'est battue pour son indépendance, etc., est un pays qui est en cours de liquéfaction. Les pays baltes aussi, même si on rentre à l'intérieur des anciennes frontières de l'Union soviétique. Et puis, ce qu'on ne dit pas aussi, on ne le dit pas parce qu'il faut bien voir que ces populations actives de l'Est, qui ont des taux de salaire quand même beaucoup plus bas qu'ici, sont l'occasion pour les grosses boîtes de l'Ouest. Et particulièrement allemandes. Mais pas juste. Je veux dire, les Français, l'électroménager est en Pologne, on a mis des usines automobiles en Roumanie, en Slovaquie. En Slovaquie, Peugeot est en Slovaquie. Voilà, et il est bien évident que ça permet au capital français de dégager des taux de profit tout à fait substantiels. Donc évidemment, le système d'information occidentale ne passe pas son temps à expliquer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes à l'Est. Il y a des choses mieux, mais ce sont des populations qui ont perdu leur système de sécurité sociale, qui ne savent pas comment leurs retraites vont être financées. Et ce sont aussi, souvent dans la partie la mieux lotie, c'est-à-dire Pologne, Hongrie, etc., ce sont des populations qui, certes, dans l'instant, vont mieux, mais ont devant elles un futur assez menaçant. Et si on sait ça, on peut mieux... pas forcément accepter, mais en tout cas comprendre les phénomènes de crispation politique. Menaçant pourquoi? Menaçant parce que, je ne sais pas, regardez, maintenant les Français sont menacés pour leur retraite. Vous ne sauriez pas comment vous allez vivre au-delà d'un certain âge. Vous ne seriez pas un peu angoissé, hein? En France, on tombe malade, on se fait soigner, ça tourne encore. C'est pas comme ça là-bas déjà. Et le communisme assurait, comment dire, une stabilité de la vie. Alors évidemment, c'était insupportable. On a vu ces jeunes Allemands de l'Est qui étaient très contents, qui voulaient s'acheter... qui avaient l'air plein d'espoir. Qui voulaient s'acheter une moto et qui leur reprocheraient. Donc il faut de la mobilité dans la vie, mais il faut aussi de la sécurité. Et le communisme, il n'assurait pas la liberté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il assurait une certaine forme de sécurité. Et en Allemagne de l'Est, par exemple, ils sont libres. Et dès que le communisme s'est effondré,
et ben la fécondité s'est effondrée parce que les crèches se sont effondrées, le statut des femmes a plongé vers le bas. C'est un truc qu'on ne dit jamais, en fait. Mais le communisme était très favorable aux femmes. Alors, c'est l'heure de parcourir rapidement votre jardin secret. Quelques questions brèves et réponses brèves. Vous qui êtes historien, à quelle époque française auriez-vous voulu vivre? À quelle époque française? Oui, qui ne soit pas celle d'aujourd'hui. Je pense que je suis 18e à l'origine. Je travaillais sur les paysans du 18e siècle. Dans ma thèse, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est... Vous voyez, j'avais travaillé sur des villages en France, à Longnes, près de Saint-Omer, à Briec, près de Quimper. Je pense que j'aimerais, et je connaissais le nom de leurs habitants par cœur avec les listes d'habitants. Vous auriez pu J'aurais voulu je voudrais les voir. Dans cette ville. Je voudrais voir ces types sur lesquels j'ai tellement travaillé. Quelle est la personne qui a eu le plus d'influence intellectuelle sur vous et votre travail? Emmanuel Leroy-Ladurie, qui m'a filé mon premier livre. C'est un ami de la famille, c'est un modèle d'historien, un personnage drôle, gentil. Je veux dire, il n'y a pas photo là. Le dernier livre qui vous est vraiment intéressé, et ça sera la dernière question. Bon, alors là, je sors d'un livre, alors je ne vais pas recommander la lecture. Alors, je me suis passionné pour les origines de la Première Guerre mondiale. Comme on va vers une époque confuse et les équipes de conflit ne sont pas faites, voilà. Et là, je viens de lire, dans la version anglaise, un livre d'un historien allemand qui s'appelle Wehler sur l'Allemagne impériale, un livre qui date de 1971, qui explique la fuite en avant dans la guerre mondiale par l'Allemagne, par les conflits sociaux internes, qui s'inspirent de Marx, de Weber, et qui m'a juste stupéfait, ravi, fait penser que mon métier d'historien était un beau métier, et m'a fait me sentir très coupable de ne pas l'avoir lu plus tôt. Là, je me suis senti quand même, je vais re-employer le langage familier, je me suis senti assez con d'avoir tant d'années de retard dans la lecture de ce livre. Merci à vous, Emmanuel Todd. C'était passionnant de parcourir l'actualité avec vos yeux. Amélie Carrouer, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour, en toute franchise, dans quelques instants? Eh bien, notre invité ce soir, c'est Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe Leclerc. Vous le savez, il a pas sa langue dans sa poche et il est souvent vu comme un baromètre du pouvoir d'achat. Au lendemain d'une manifestation de Gilets jaunes, alors qu'il y a eu tant d'inquiétudes sur la question du carburant, bien sûr, on l'interrogera. Il y a aussi ces grands courants d'inquiétude sur l'économie française, mondiale, et puis également les grandes questions de société. Il saura certainement y répondre. Et n'oubliez pas aussi le duel Henri Guénaud, Roselyne Bachelot. Ce sera à partir de 19h. Alors je vous dis à tout de suite. On va suivre ça avec intérêt. Quant à nous, nous retrouvons dimanche prochain à 17h pour l'Anglais des chiffres. Bonne semaine et à dimanche. C'était votre